contacts à haut risque âgés de 25 et 24 ans et non vaccinés ont été interceptés au point de contrôle de Maboya dans le territoire de Beni, dans le Nord Kivu, affirme le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur l'évolution d'Ebola daté de samedi. Ils sont venus de Kabacha et se rendaient à Butembo. Tous les deux étaient asymptomatiques lors de leur interception. Ils ont été remis à l'équipe de surveillance, ajoute le bulletin. Par ailleurs, les activités au point de contrôle de Maboya à Beni dans la province du Nord Kivu ont été perturbées suite à l'incursion d'un groupe armé vendredi, indiquent les autorités congolaises. Depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018, il y a eu au total 2180 décès d'Ebola en République démocratique du Congo. C'est la deuxième épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Après l'évaluation, l'OMS a maintenu l'épidémie en cours en RDC comme une urgence sanitaire mondiale. Le cumul des voyageurs contrôlés par prise de température aux 111 points de contrôle sanitaire mis en place par les autorités sanitaires est de 110 18 610 au 22 octobre. Ces points de contrôle sont situés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de protéger les grandes villes du pays et éviter la propagation de l'épidémie dans les pays voisins, selon les autorités sanitaires. Mardi et mercredi, les policiers ont interpellé 141 personnes qui étaient confinées dans des concessions dans la périphérie de Conakry. 84 Bissau-Guinéens, 46 Sénégalais, 9 Guinéens, 1 Burkinabé et 1 Gambien, a indiqué le gouvernement. D'autres opérations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, portant à 300 environ le nombre de personnes interpellées. Cette opération prouve à suffisance la récurrence d'infiltration de corps étrangers tant à Conakry que dans des grandes villes de l'intérieur du pays, estime le gouvernement, alors que la Guinée connaît une vague de manifestations contre un projet de 3e mandat attribué au président Alpha Condé qui ont fait une dizaine de morts. L'action de la police et de la gendarmerie vise à débarrasser la Guinée des mauvaises graines qui n'ont rien à faire ici en cette période de trouble, a déclaré ce dimanche un haut responsable de la police ayant requis l'anonymat. Un responsable de la présidence, le lieutenant-colonel Fodé Bakary Cissé, a toutefois donné une version différente, mêlant aux questions de sécurité celle de la lutte contre les pratiques jugées douteuses d'une multinationale de la vente directe bien implantée en Afrique, CNET. Cette société, dont le siège est à Hong Kong, aurait attiré en Guinée des jeunes de plusieurs pays et leur aurait vendu des produits divers à charge pour eux de les revendre à leur entourage. En Guinée comme dans d'autres pays africains, il se trouve que le modèle d'affaires de CNET est méconnu, ce qui ouvre la brèche à des incompréhensions et à l'assimilation à des modèles illégaux tels que les plans pyramidaux, s'est défendu un responsable de la société. Alors que l'accord de paix tarde à produire ses effets dans un Mali toujours en guerre contre le djihadisme, la proposition de fusion a été faite par le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. C'était en ouverture d'un congrès de son mouvement à Kidal, dans le nord-est du pays. Ce groupe HCUA est l'une des composantes de la coordination des mouvements de l'Azawad avec le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et le Mouvement arabe de l'Azawad. Le chef du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a donc lancé un appel à la CMA et à tous les autres mouvements partageant les mêmes idéaux pour fusionner en un seul mouvement politique capable de prendre en charge les préoccupations des populations de l'Azawad, terme utilisé par la rébellion pour désigner le nord du Mali et ce, dans le cadre de la construction nationale, a-t-il ajouté. Le MNLA tiendra lui aussi un congrès à Kidal le 30 novembre. À l'occasion, il sera question d'examiner cette question pour pouvoir rester dans la même dynamique. Kidal fait partie des vastes zones du Mali qui échappent de facto à l'autorité de l'État.
Prise en 2012 par les rebelles djihadistes, elle est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes touaregs qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Baptisée Safe Steps, sécurité routière en Afrique, la campagne pour la sécurité routière en Afrique pour laquelle l'Ivoirien Didier Drogba a été nommé ambassadeur va notamment déployer à travers tout le continent des vidéos, des panneaux routiers, des sites web. Bien que le continent ne représente que 2% du parc automobile mondial, 20% des décès sur la route dans le monde ont lieu en Afrique. Le taux de mortalité routière y est le plus élevé au monde et 44% des victimes sont des piétons et des cyclistes, a déploré Jean Todt, président de la Fédération internationale de l'automobile. Également envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt a salué la personnalité exceptionnelle de Didier Drogba, sa notoriété et sa popularité dans toute l'Afrique, qui constitue un atout majeur pour changer le comportement des usagers de la route et ainsi réduire le nombre de décès. Les enfants et les piétons sont les plus vulnérables. Nous sommes tenus de protéger davantage nos populations en les sensibilisant et en leur inculquant les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sauver des vies. Les chiffres sont alarmants. Il me semble évident de m'impliquer personnellement dans cette cause afin de pouvoir changer les causes plus vite, a réagi l'ancien attaquant international et ex-capitaine des éléphants ivoiriens Didier Drogba, qui a mis fin en novembre 2018 à sa carrière à 40 ans. La Fédération internationale de l'automobile et la Fondation Drogba vont piloter la campagne qui va durer 2 ans. Dans le décret 12-2019, publié ce lundi soir et lu sur les radios, le chef de l'État bissau-guinéen fait le constat d'une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République et décide de démettre le gouvernement. Le présent décret présidentiel entre immédiatement en vigueur, stipule le deuxième et dernier article du texte. Tombé au lendemain d'une manifestation de l'opposition dont la répression a fait un mort, cette décision pourrait impacter négativement, voire compromettre la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain comme prévu lors de la nomination en avril 2018 de l'actuel Premier ministre Aristide Gomez. Il y a quelques jours, ce dernier dénonçait un projet de coup d'État. Le président José Mario Vaz a terminé son mandat de 5 ans le 23 juin. Depuis lors, il est resté à la tête du pays, mais a laissé la conduite des affaires au gouvernement qu'il a formé début juillet jusqu'à la tenue de la présidentielle à la suite d'une décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Cour suprême a validé 12 candidatures à la présidentielle, dont celle de José Mario Vaz et de Domingo Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAIGC, qui dirigeait jusqu'à ce lundi le gouvernement provisoire essentiellement chargé de préparer l'élection. Par ailleurs, l'opposition réclame une révision complète du fichier électoral, ce qui ne sera pas possible sans un report du scrutin. Dans un communiqué publié ce mardi, la CEDEAO souligne que le gouvernement dissous le lundi par le président bissau-guinéen José Mario Vaz résulte d'une décision du sommet de l'organisation ouest-africaine tenu le 29 juin dernier. Ce sommet, précise la CEDEAO, avait constaté l'expiration du mandat fin juin du président José Mario Vaz, l'absence d'un gouvernement légitime et un risque inhérent à un vide constitutionnel. Par conséquent, l'organisation sous-régionale ouest-africaine dénonce le caractère illégal du décret présidentiel. Toujours dans son communiqué, la CEDEAO réitère tout son soutien à l'équipe du Premier ministre limogé Aristide Gomez et engage ce dernier à poursuivre les préparatifs des élections présidentielles du 24 novembre prochain. Elle fait remarquer qu'à 3 semaines du scrutin, rien ne justifie l'arrêt du processus électoral qui risque de prolonger encore plus le pays dans le chaos. Tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, entraveront la poursuite harmonieuse du processus électoral s'exposeront à des sanctions, avertit la CEDEAO. Le gouvernement bissau-guinéen a été dissous par un décret du président José Mario Vaz le 28 octobre 2019. Au lendemain de la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères, Faustino Imbali, pour former le nouveau gouvernement.
Le bilan du glissement de terrain de Bafoussam dans la nuit du lundi à mardi s'est alourdi encore ce mercredi. De 14, il est passé à 47. Jusqu'à mardi après-midi, 40 corps sans vie ont été repêchés alors que les secours se poursuivent jusqu'à ce que tous les disparus soient retrouvés, a indiqué le gouverneur de l'Ouest, Augustine Nawa Fonka. Les femmes enceintes et les enfants sont parmi les victimes du drame. D'après le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest, 4 engins supplémentaires ont été dépêchés sur le site pour accélérer les fouilles. Le drame s'est produit au quartier Ngouache à Bafoussam, situé à quelques 300 km au nord-ouest de Yaoundé. Un pan d'une colline sur laquelle étaient bâties des habitations précaires a été emporté à la suite de 2 jours consécutifs de pluies intenses et incessantes. Les fortes précipitations pourraient être à l'origine du drame. Il tombe depuis une semaine d'importantes pluies à Bafoussam et la journée de ce lundi a été particulièrement arrosée d'après les résidents locaux. Au total, 13 maisons ont été ensevelies sous les décombres. Mardi tard dans la nuit, le président camerounais Paul Biya a présenté sur son compte Twitter ses condoléances aux familles des victimes. Nouveau désaveu de la communauté internationale à l'endroit du président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, qui a démis le gouvernement censé préparer l'élection présidentielle du 24 novembre. La CEDEAO avait chargé ce gouvernement, alors en cours de formation, de préparer la présidentielle et de diriger jusque-là les affaires du pays. C'est ce gouvernement dirigé par Aristide Gomez que le président a congédié avec effet immédiat lundi soir. Il a aussitôt nommé Faustino Inbali, nouveau chef de gouvernement, mais Aristide Gomez a refusé de se soumettre, la Guinée-Bissau se retrouvant de fait avec 2 premiers ministres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui suit la situation avec inquiétude, a appelé toutes les parties prenantes à se conformer aux décisions de la CEDEAO sur la gouvernance du pays jusqu'à la présidentielle. L'Union africaine a quant à elle, dans un communiqué, apporté son soutien total à la position exprimée mardi par la CEDEAO. Cette dernière, qui a déclaré illégal le décret mettant fin au gouvernement Gomez, avait exprimé tout son soutien à ce dernier et brandi la menace de sanctions contre quiconque entraverait le processus menant au scrutin du 24 novembre. La tenue de l'élection reste incertaine, même si le président Vaz a assuré mardi que la présidentielle aurait bien lieu le 24 novembre. La campagne électorale doit s'ouvrir officiellement samedi prochain. La lionne de Zignaré se sent bien seule. Situé dans la commune natale de Blaise Compaoré, ce zoo était autrefois financé par l'ex-président burkinabé. Depuis l'exil de ce dernier, chassé par l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a mis fin à 27 ans de pouvoir, les animaux ne vivent plus que d'expédients. Depuis son départ, on n'a plus de moyens comme ça pour les gérer les animaux. On se débrouille, mais bon, ça n'arrive pas à suffire. Pour les partisans de Blaise Compaoré, ce zoo délaissé est un symbole de l'état du pays depuis son départ. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1987, Blaise Compaoré a démissionné en 2014, au lendemain de manifestations contre un projet de loi qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Mais les souvenirs de corruption et pauvreté s'estompent peu à peu pour laisser place à la nostalgie. 27 ans de stabilité politique, développement économique, les partenaires, les investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Mais aujourd'hui, avec le changement, on pleure tous les jours nos frères qui sont des forces de défense et de sécurité. Les civils sont tués. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence que l'armée peine à enrayer. Ces attaques ont fait plus de 600 morts et exacerbé les tensions intercommunautaires. Pour Serge Bayala, membre du Balai citoyen, l'un des mouvements qui a contribué à la chute de Compaoré, les relations qu'entretenait l'ancien chef d'État avec les groupes djihadistes font partie des causes de la montée de l'insécurité. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment, il n'y en avait pas, mais cela était expliqué par la corrélation directe et le territoire burkinabé qui était devenu un pied-à-terre des groupes terroristes, notamment AQMI et Al-Qaïda qui avaient établi leur siège contre la dignité populaire burkinabé, ici même au Burkina. Si certains attendent le retour de Compaoré pour retrouver la paix, d'autres l'attendent pour le voir devant la justice. Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et vit actuellement en Côte d'Ivoire, mais ne peut être extradé en raison de sa double nationalité.